on a la chance de recevoir Maître Lecomte qui nous présente sur l'encadrement légal des gens atteints de troubles du spectre de l'autisme ou de déficience intellectuelle. Maître Lecomte est un avocat en droit qui travaille dans notre CIUS et qui est chargé de cours au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et à la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et qui nous apprenait justement et également donné un cours de 35 heures sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on se doute qu'on lui a demandé tout un effort d'apnée pour nous résumer ceci en 1 heure. Il est justement membre du comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées du curateur public, du comité sur les droits de la personne du Barreau du Québec et du réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme. Il est aussi président du conseil d'administration du centre L'Entre-Trois pour personnes présentant des problématiques de santé mentale justice et vice-président du conseil d'administration de la Fondation DI-TSA de Montréal. Sur ce, je vous souhaite une excellente présentation et je cède la parole à Maître Lecomte. Merci beaucoup, Dr. Trottier-Duclos. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de droit, oui, de parler de la personne avec une DI-TSA, évidemment de parler du droit, puis j'ai intégré quelque chose qui est nouveau, que vous avez sûrement entendu parler, mais qui nous est tombé dessus comme un pavé dans la mare, là, le 1er novembre qui vient tout juste de passer. C'est l'entrée en vigueur du projet de loi 18 là, qui modifie le Code civil et la loi sur le curateur public. Puisque, oui, je suis aussi formateur du barreau, et puis j'ai été fortement impliqué là, dans l'élaboration de ce projet de loi-là, qui est maintenant une loi là, en vigueur. Alors, on va essayer de se trouver du temps pour parler de questions. J'ai quelques réflexions à vous proposer, mais si on n'a pas le temps de s'y rendre, vous savez, c'est pas si important que ça. C'est des réflexions d'avocat. Bon. Bref, sans plus tarder, on m'a demandé de vous déclarer donc mes déclarations de conflit d'intérêt. Dr. Trottier-Duclos en a fait mention. Je suis donc président du conseil d'administration du centre L'Entre-Trois. Jusqu'ici, je ne pense pas qu'il y a trop d'enjeux en lien avec DI. Je suis vice-président du conseil d'administration de la Fondation DI-TSA de Montréal, qui est quand même propriétaire de beaucoup d'hébergements. C'est une fondation d'établissement, mais qui est liée au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, au nord. Comme je vous ai dit, je suis membre du barreau, du comité accréditeur du barreau du Québec en matière de reconnaissance de l'assistant au majeur. J'ai été dans une autre vie, j'étais l'avocat du CRDI-TED de Montréal pendant plusieurs années. Avant ça, j'étais commissaire aux plaintes, commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services au CRDI-TED de Montréal. Et puis, bon, j'ai occupé diverses fonctions là, dans ce qui était avant le CRDI-TED, d'autres établissements qui s'appelaient des CRDI, là, qui ont porté différents noms au gré des tentatives de fusion et de tout ça. Avant de commencer, en lien avec justement toute cette notion là, de qui est-ce qu'on parle, il ne faut pas oublier qu'au départ, les personnes qui ont des DI-TSA ont les mêmes droits, les mêmes responsabilités que celles sans DI ou sans TSA. Ce sont des personnes à part entière, avec des besoins, des désirs, sont capables d'apprendre, et la plupart sont verbales, aptes à faire des choix, des choix, exprimer leurs émotions, leurs besoins, capables d'interagir avec les autres. Chaque individu est unique et puis il faut éviter de tomber dans le piège d'étiqueter, de surprotéger, de prendre en pitié la personne présentant un DI ou un TSA. Chaque individu est différent, ce qui fait que ça ne serait pas opportun de dresser un portrait type d'une personne présentant un DI ou TSA ou encore de soulever nécessairement des problématiques en lien avec la violation des droits en disant tel type de déficience intellectuelle, exemple moyenne, c'est tel type de violation de droits. C'est jamais aussi simple que ça. Mais il y a quand même des caractéristiques de la DI-TSA qui peuvent être soulevées pour réfléchir sur leur vulnérabilité et notamment leur vulnérabilité aux élus. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle évidemment de droits fondamentaux comme celui de vivre pleinement dans la société. On parle du droit aux mêmes opportunités. Le droit de choisir. Soit dit en passant, je vous montre présentement des photos qui avaient gagné un prix à l'Organisation mondiale de la santé là, au début des années 2000. Ça s'appelait Images of Disability. Et celle que vous avez devant vous avait fait beaucoup réagir parce que, notamment, le représentant des États-Unis, qui à l'époque était celle de George W. Bush, qui avait dit que ça semblait reconnaître le droit de ces personnes-là de se reproduire ou d'avoir des relations sexuelles, ce qui serait à proscrire. Enfin bref, il y avait eu un mini débat en lien avec ça. Depuis, je me fais un point d'orgueil de mettre cette photo-là dans toutes mes présentations ou à peu près là, lorsque je parle de DI.
C'est aussi le droit de parole, le droit de s'exprimer, le droit de choisir, évidemment. La DI, particulièrement, TSA aussi, mais la DI, c'est parce qu'on a des chiffres, c'est aussi dans les conditions de vie les plus difficiles dans le monde, attribuables à des questions de pauvreté, de malnutrition, de sous-développement, mais aussi, la raison principale, c'est la présence de discrimination systémique, l'absence de protection juridique. Les photos que vous avez là ont été prises par un ONG là, que jadis j'ai été beaucoup associé à, qui a changé de nom à plusieurs reprises, mais essentiellement, il se déguisait en médecin avec des sarraux, puis allait visiter des asiles et des institutions un peu partout à travers le monde, prétextant une inspection surprise du gouvernement central. Il prenait des photos pour ensuite pousser le gouvernement à améliorer les conditions d'institutionnalisation des personnes présentant une DI. Alors, vous avez des photos du Mexique, de la Bolivie, de Thaïlande, de l'Ukraine, mais vous en avez aussi une qui est en plein centre en haut d'un jeune garçon de 12 ans qui a été prise à 3 heures de Montréal, un peu plus, 4 heures de Montréal dans l'État du Massachusetts, dans un institut privé où on essayait de guérir cette personne, ce jeune-là de son trouble du spectre de l'autisme avec des traitements d'électrochoc. Et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une plainte à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et la photo à l'extrême, à droite, aurait pu être prise malheureusement au Québec. Elle a été prise il n'y a pas si longtemps que ça en Philadelphie. C'est dans un sous-sol où il y avait 4 personnes attachées après une fournaise dans le sous-sol et qui étaient victimes de maltraitance et d'abus de la part des personnes qui étaient supposées les protéger. Ce qui nous amène à dire quoi? Bien que de plus en plus, la question du handicap en est un de santé, la question de santé en est un de droit. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, l'avait très bien placé au début des années 90. Et au Québec aussi, avec notamment la mise en place de l'OPHQ, de toute la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées ou en situation de handicap. On en parle de plus en plus, c'est une question de droit. Avec une approche québécoise qui s'est développée au fil du temps, qui a mis l'accent sur quoi? Sur l'intégration et la participation sociale, en lien avec le développement ou du moins en lien avec le réseau de soutien naturel, puis en l'absence d'un réseau de soutien naturel, du développement d'un tel réseau, avec la personne au centre des actions et en principe le respect de ses droits. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le réseau de la déficience intellectuelle depuis 2003. Ça a été un grand, grand coup de foudre personnel pour moi. Et je considère que les personnes avec une DI, puis aussi TSA, évidemment, ce sont les canaris de la mine qui est le réseau de la santé. Je m'explique. Mon grand-père étant mineur, d'ailleurs, originaire de Malartic, en Abitibi, les mineurs descendaient toujours avec un canari avec eux pour se méfier évidemment des coups de grisou, de gaz qui pourraient mettre leur vie en danger. Et lorsque le canari arrêtait de chanter, il savait qu'il fallait qu'il saute et qu'il quitte les lieux précipitamment. La personne avec une DI est parmi les plus vulnérables et les plus sensibles de notre société, celle que des politiques sociales élaborés pour d'autres vont atteindre d'une façon peut-être beaucoup plus aiguë. Dit autrement, ce qui est bon pour eux est bon pour tout le monde, mais ce qui est bon pour tout le monde n'est pas nécessairement bon pour eux. Et donc, d'avoir les yeux rivés sur ce canari nous aide aussi à jauger justement l'impact de certaines décisions, de certaines politiques qui pourraient se prendre justement en oubliant les personnes les plus vulnérables. Donc, la DI, vous le savez, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie mentale, c'est un état permanent, ça ne se guérit pas. On ne parle pas de déficients, on ne parle pas de déficients mentaux, d'handicapés intellectuels ou de retardés mentaux. On parle de personnes présentant ou encore avec une déficience intellectuelle ou de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Le terme personne est très important, va un peu, il nous pousse à ne pas oublier que ce ne sont pas des objets de droit, mais bien des sujets de droit, peu importe leur degré d'aptitude. C'est une personne ordinaire et différente. La personne des ITSA est ordinaire parce qu'elle a des besoins similaires à nous tous, titulaire de droit, puis de responsabilité aussi, comme nous tous. Elle est différente parce qu'elle a besoin lorsqu'elle est confrontée à plus de difficultés, de par
le fait que notre société est mal adaptée, justement, à leur zone de défi et elle a besoin de plus de soutien, certains diront un anglicisme de support, mais de soutien à exercer les mêmes droits que vous et moi prenons souvent pour acquis. Elle est aussi différente parce qu'elle est invisible. C'est pas, ça saigne, comme on disait en blague dans le réseau jadis, ça ne saigne pas la vie. Bon, c'est des TED, là, les troubles envahissants du développement. Et donc, ça passe souvent inaperçu. Ça, hormis des cas bien spécifiques que vous connaissez aussi bien, sinon mieux que moi, notamment le syndrome de Down, l'ADI et TSA vont passer inaperçus. Ce n'est pas nécessairement visible dans la physionomie de la personne. Le caractère invisible accroît le risque que cette personne-là ne trouve pas le soutien nécessaire dans l'exercice de ses droits et de ses responsabilités. La personne avec une DI, notamment, on a plus de données sur DI que TSA, quoi qu'on commence à en avoir aussi, va avoir de la difficulté au niveau de la conceptualisation, difficulté à envisager différents scénarios, différentes hypothèses, difficulté aussi dans l'abstraction. Hein? Une pièce de 10 sous étant plus petite qu'une pièce de 5 sous, ben, elle vaut moins. Va avoir de la difficulté dans la communication aussi. Va avoir de la difficulté au niveau de la prise de décision, aussi de se situer dans le temps, à généraliser ses expériences ou ses apprentissages, va avoir de la difficulté aussi à utiliser des systèmes abstraits, puis on le voit particulièrement avec le système de justice, où que c'est vraiment, ça devient, je me souviens d'un jeune avec une DI qui avait été détenu en attente de son procès, puis quand il s'est présenté à son procès, il s'attendait à être libéré parce que dans sa tête à lui, il avait déjà purgé sa peine. Et lorsqu'on lui a dit non, 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 là, il y a un procès, puis il risque d'avoir un autre peine suivant ça, un autre séjour de détention, c'est complètement désorganisé. Aussi, il va avoir de la difficulté à structurer un argumentaire, à organiser leur discours, évidemment, à s'orienter dans le temps et dans l'espace. C'est une autre zone de faiblesse, notamment lorsqu'ils sont des témoins ou encore doivent témoigner à la cour, des témoins victimes ou encore de personnes ciblées par une accusation. C'est facile de les confondre au niveau des dates. À gérer des changements d'accompagnateurs, d'intervenants, de médecins, d'avocats, d'horaires, de routes d'autobus. Pour ceux qui ont travaillé avec les personnes avec un TSA, vous le savez, lorsqu'on veut les rendre plus autonomes, souvent on va travailler avec des photos, on va tout prendre en photo, on va les aider à travailler, à sécuriser leurs déplacements en lien justement grâce à des images et tout ça. Le moindre petit changement, puis tout est souvent à recommencer. De la difficulté à élaborer un raisonnement qui va tenir compte de plusieurs éléments à la fois, à décrire des faits, des détails, à exprimer des nuances. Oui, à cause d'un vocabulaire limité, mais aussi, des fois, parce qu'ils utilisent des mots dont ils ne comprennent pas le sens. Et ils font juste, parce que c'est une habitude, ils savent que d'autres personnes, dans d'autres circonstances, ont utilisé ce mot-là, ils l'utilisent, mais sans en mesurer la pleine portée. Lorsqu'il va être confronté à une question qu'il ne connaît pas le sens, il va avoir tendance à répondre oui. Va avoir aussi une mémoire à court terme, il va falloir répéter plusieurs fois pour avoir de la rétention dans la mémoire à moyen et à long terme. Et puis, donc, encore une fois, ça a un impact sur la capacité à se souvenir d'événements ou de dates, particulièrement en déficience intellectuelle. Moi, je vous ai parlé de langage limité, vocabulaire limité, de problèmes de langage, difficulté à lire, à compter, à écrire, avoir des problèmes d'attention ou de concentration. Et aussi, puis ça, c'est un des facteurs qui joue beaucoup par rapport à leur vulnérabilité face à justement des abus. Ils ont un désir de plaire et d'être acceptés. Et donc, jumelé à une dépendance envers leur famille ou des intervenants qui s'occupent d'eux, soit des proches aidants ou des choses comme ça. Ils ont peur de décevoir, de choquer, et ils ont peur de perdre ces appuis-là. Ce faisant, ils ont tendance à ne pas dénoncer des situations d'abus ou des situations difficiles à cause de ça. La désirabilité sociale est transversale à beaucoup, beaucoup de ces situations. Vivre de l'anxiété. Lorsqu'ils vont se présenter devant vous à l'hôpital, ils vont souvent être extrêmement anxieuses, encore plus lorsqu'ils vont au tribunal. Ils vont avoir tendance aussi à avoir de la difficulté à comprendre des longues phrases. Alors, quelqu'un qui parle vite comme moi et qui a tendance à enlever les signes de ponctuation dans ses phrases, ça peut être vraiment un enjeu. Souvent, la personne va comprendre soit le début ou la fin
de la phrase. Et donc, on ne saisira pas les nuances, surtout s'il y a des doubles négations dans la phrase, ou l'utilisation d'adverbes ou quoi que ce soit. La personne aussi, donc, ça, je viens de vous en parler, et va aussi ne retenir que le mot qui va les intéresser, qui fait du sens pour elle parce qu'il est en lien avec un de leurs intérêts, et ce qui est aussi peut être problématique. Le facteur de désirabilité sociale, la peur d'être évalué, jugé ou réprimandé, fait qu'ils vont avoir tendance à acquiescer à ce qu'il leur est proposé. Et donc, ils sont extrêmement vulnérables à la suggestion, ou encore, lorsqu'on leur donne un choix, à choisir la dernière option, surtout si la question est reformulée et si on leur dit, puis ça s'est vu notamment, bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais du cas de l'affaire Simon Marshall à Québec il y a une quinzaine d'années, où que c'était, écoute, dis-nous donc c'est toi, puis on va aller prendre un café puis un bang, ça va être réglé, puis on va être des chums, puis tout va bien aller. Et puis, la personne, elle a donc avoué quelque chose qu'elle n'avait jamais commis, c'est-à-dire qu'elle était le violeur de 5 fois. Là. Ça a résulté dans une peine en prison et tout ça. Donc, aussi, bien évidemment, la personne avec une voue un respect aux personnes de figure d'autorité. Ce qui est donc médecins, juges, policiers vont avoir beaucoup d'ascendant sur les personnes avec une DI. Et vont donc vulnérables à suggestion, propension à s'approprier aussi le genre. Et des fois, et en TSA, on le voit encore plus, là, vont avoir une attitude qui ne cadre pas nécessairement avec ce qui est approprié, soit être trop joyeux, avoir un fou rire. J'ai vu ça, une personne avec une TSA avoir le fou rire en cours, là, alors qu'elle était interrogée sur une histoire d'agression sexuelle. Là. Alors, vous voyez un peu, là, évidemment, ça va extrêmement mal passer auprès des juges. Lorsqu'on regarde les études, ben, on voit que les personnes avec une DI, particulièrement, sont plus souvent victimes de violences, d'abus, de négligence. Les femmes plus que les hommes, hein, surtout pour les agressions sexuelles. Les chiffres qu'on a, ça date un petit peu, là, ça date d'une dizaine d'années, mais les chiffres qu'on avait, qui sont extrêmement préoccupants. Mais c'était des chiffres qui venaient, entre autres, aussi des personnes qui avaient connu l'institutionnalisation. Les femmes avec une DI, c'est 70 à 90 ont déjà été victimes d'agressions, d'abus sexuels au cours de leur vie. Les hommes, c'est 35 à 54 mais dans plus de la moitié des cas, c'est des agressions répétées, plus de 10 fois. Et donc, et souvent pas rapportées pour les raisons que je vous expose. Et donc, il y a un problème majeur de manque de connaissances, d'éducation, d'information, évidemment, sur leurs droits. On a un bout de temps au CRDT, on avait des problèmes majeurs avec avec des agressions sexuelles dans les taxis, de la part de chauffeurs de taxi sur nos personnes, nos usagères présentant des ITSA. Et ces personnes-là, on ne leur avait pas appris à dénoncer ou à rapporter. Alors, pour eux, c'était plate, mais c'était comme nous piler dans quelque chose à terre de désagréable. C'est plate, puis au bout de 2 minutes, on l'oublie. C'était un peu ça, sauf que dans leur cas, eux, il y avait une accumulation d'émotions, il y avait une accumulation de cette violence-là. Éventuellement, ça l'a éclaté, puis quand ça a éclaté, on s'est aperçu que ça durait depuis un bout de temps, puis avec plusieurs personnes. Bon, évidemment, des problèmes au niveau de la communication. Oui, un vocabulaire plus limité, peut-être des troubles de langage, mais aussi peu de documents adaptés, peu de langage adapté pour eux, ce qui cause aussi un problème. Évidemment, des problèmes au niveau des habiletés cognitives, de reconnaître les gestes appropriés, éviter les conduites à risque. Et puis, évidemment, des dépendances, comme je vous en ai déjà fait mention, qui les rend particulièrement vulnérables à ces situations. Et donc, évidemment, donc, souvent, ils ont une relation avec l'abuseur, ils ont peur de se faire rejeter, stigmatiser, il y a des préjugés, des attitudes, on ne les croit pas. Hein. Pendant longtemps, ça a été le cas. Il y avait une très faible crédibilité de leurs témoignages. Je vous souligne que la Cour suprême du Canada, c'est seulement en 2012 qu'elle a reconnu qu'une personne avec une déficience intellectuelle pouvait présenter un témoignage crédible dans un cadre d'agression sexuelle ou qu'elle pouvait témoigner contre son agresseur. Pendant longtemps, la parole d'une personne avec une DI contre la parole d'une personne sans déficience intellectuelle n'était vraiment pas à l'avantage de la personne avec une DI. Là. Et les tests pour qu'elle puisse témoigner étaient à un standard incroyable. On leur demandait de définir qu'est-ce que la liberté, comprenez-vous. Et c'était vraiment au nom du droit du défendeur à une défense pleine et entière, et de ne pas se faire accuser à tort, mais on en était rendu à pratiquement de donner libre champ aux agressions, justement, de ces personnes-là, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et seulement depuis 2012 que ça a
commencé à changer, puis on est encore loin de la coupe aux lèvres. Alors, donc, évidemment, aussi, ce sont des personnes naïves, moins méfiantes, moins aptes à reconnaître un danger potentiel. OK. Parlons un petit peu du droit dans l'organisation des services des ITSA au Québec. Ça a été modulé au gré du réseau lui-même de la santé et de l'évolution du réseau. Toutefois, ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? C'est que l'histoire, l'évolution du droit des personnes, des droits des personnes présentant des ITSA est vraiment liée de très près à celle de la santé mentale. Et même que si certains d'entre vous ont déjà vu le documentaire Maudit fou, qui a été présenté à plusieurs reprises sur Historia, sur l'histoire des désinstitutionnalisation à Saint-Jean-de-Dieu et à Robert-Giffard, à Saint-Michel-Archange, dis-je. Et on le voit très, très bien. On met dans un même bateau tous les problèmes de santé mentale, les troubles mentaux, qui ont longtemps été considérés comme indésirables. Citation très célèbre d'une décision aux États-Unis, Buck versus Buck, qui justifiait la stérilisation forcée d'une femme là, qu'on attribuait à tort une déficience intellectuelle alors qu'elle venait plutôt d'un milieu très pauvre. Là. Mais même au Canada, vous le savez très bien qu'on a été une des capitales mondiales de la stérilisation forcée jusque dans les années 80, jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême E contre Ève, donc 1986. On part de très loin, je n'ai pas besoin de remonter à la Deuxième Guerre mondiale, mais vous voyez d'où est-ce qu'on part tout ça. Donc, au Québec, on a vécu les sonorisations, évidemment, à la désin. Certains diront qu'elle n'est pas tout à fait terminée. La normalisation, évidemment, qui a commencé avec Ben Chenerier dans les années 50, la valorisation des rôles sociaux de Wolfensberger au début des années 70, l'autodétermination de La Chapelle et Wiemeyer notamment. Mais aussi, on est dans des politiques très claires d'inclusion de participation sociale des personnes présentant des ITSA. On est aussi, puis pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne le saviez pas, alors j'ai une grande annonce à vous dire, là, on a vécu une réforme majeure en 2015, la fameuse loi 10 ou PL10, là, et cette loi-là a eu un impact sur la personne avec une ITSA, puisque au gré des changements, qu'on parle de nationalisation d'embarque, des plateaux de travail, de tout ça, bref, au début des années 80, jusqu'à la création des CRDI, puis début 2003, on y a ajouté le TED, CRDI-TED, en 2003-2004. On se retrouvait avec justement un réseau créé par des parents qui desservait donc les centres de réadaptation de déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement. La loi 10, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien évidemment, elle a aboli les agences. Elle a regroupé tout ce monde-là autour d'une même table qu'elle a appelé les 6 des CIUS, et elle abolit tous les organismes, notamment la Fédération québécoise des CRDT. 6 CIUS, Centre intégré de santé et services sociaux, Centre intégré universel de santé et services sociaux. J'ai toujours dit qu'on l'échappait belle. Si on s'était appelé des centres universitaires intégrés de santé et services sociaux, ça s'appellerait des cuisses, puis on aurait fait rire de nous. Alors, au moins, j'essaie de voir le positif, mais ça a eu un impact important parce que d'un établissement dédié à la DI et aussi au TSA, bien, ce qui va donner les TSA qui étaient les TED, on est passé à une direction programme amalgamée avec la déficience physique. Alors maintenant, c'est DI, DP, TSA, tout ensemble dans une direction programme. Mais avec des missions d'établissement énoncées dans la L4S qui demeurent, qui sont les mêmes et qui sont encore dans la L4S, alors que les établissements qui nomment n'existent plus. La mission, elle, est exercée par le CIUS. Mais monsieur, madame, tout le monde, la personne avec une déficience intellectuelle, elle se retrouve où dans les services qu'elle reçoit? Elle fait affaire avec un établissement qui n'existe plus, mais qu'elle appelle encore le CRDI-TED ou encore des services de première ligne, de deuxième ligne, et elle essaye de naviguer là-dedans, comprenant qu'il y a certains établissements qui ont gardé une mission régionale, d'autres ont encore la mission donc, de première ligne. Il y a des services spécialisés aussi qui ont été décentralisés. Tout ça, ça complexifie encore la compréhension de l'organisation du service. Évidemment, tout ça a été aussi créé posteriori de la création du réseau, qui veut aussi vouloir dire qu'en 1994, quand il y a eu la grande réforme du Code civil, on est passé d'un système où que si une personne était sur régime de protection, elle était automatiquement inapte à consentir aux soins, à maintenant un système où que le simple fait qu'une personne ait un régime de protection ne crée pas une présomption d'inaptitude à consentir aux soins. Donc, la personne avec une DI
TSA est présumé apte à consentir aux soins, à moins que, évidemment, on en arrive à la conclusion contraire. Et on ne peut pas juste dire, ah, régime de protection égale inaptitude, ou encore diagnostic clinique, état clinique égale inaptitude. Ce n'est plus légal, ce n'est plus permis depuis 1994. Ils diront avant, mais bon. Donc, on se retrouve dans un système où que l'inaptitude générale, celle des régimes de protection, qui est basée sur le comportement, est opposée à l'inaptitude particulière, c'est-à-dire le consentement aux soins, qui est basé sur la compréhension. Donc, d'une part, vous avez quelqu'un qui peut-être a besoin d'aide dans les actes de la vie. Est-ce qu'il est capable de gérer son argent, sa personne? Et ça, c'est de l'inaptitude générale en lien avec les tutelles, les mandats. Et de l'autre bord, vous avez une personne qui peut être peut-être sans régime de protection, mais inapte à consentir aux soins spécifiques que vous lui présentez et qu'on évalue avec les critères de l'ANBELECA, c'est tout ça. Et donc, c'est deux choses différentes. Une personne avec une DI peut être bien entourée par sa famille, mais inapte à consentir aux soins. Pas avoir besoin de régime de protection, mais avoir besoin d'un consentement. Ou encore, un régime de protection, mais pas avoir mais être inapte mais être apte à consentir aux soins. Comprendre très bien que c'est une intervention pour un non incarné, puis consentir. Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui travaillent auprès de ces personnes-là? Bien, d'abord, puis je passe vite là-dessus, parce que on s'en est parlé pour ceux qui étaient là lors du midi-conférence du mois de mars dernier, quand on avait parlé des droits de la jeunesse, de la réforme des droits de la jeunesse, sur les deux grandes catégories d'obligations des établissements et des professionnels. C'est en lien avec les deux grandes catégories de prestations qu'on donne, c'est-à-dire des prestations non médicales, non cliniques, et les services professionnels, les services destinés aux usagers. Tout ce qui est non médical, non clinique, une obligation de résultat. Tout ce qui est médical ou clinique a une obligation de moyens. Je passe vite parce qu'on n'a pris le temps de le regarder, de dire que, bon, l'obligation de moyens, c'est une obligation non pas de parvenir à un résultat déterminé, mais d'y appliquer ses soins et ses capacités, par opposition à une obligation de résultat, qui en est un de parvenir à un résultat déterminé. Lorsqu'on travaille en DI, TSA, on ne peut pas, la réalité, c'est que, surtout s'il y a des troubles de comportement ou ainsi de suite, ce n'est pas parce que la personne continue à présenter des TGC, des troubles graves de comportement, des TGS, des troubles graves de sexualité, que ça fait de vous des mauvais intervenants. Au contraire, si vous vous êtes comporté de façon prudente, compétente, selon les règles de l'art et la bonne pratique, en ayant une conduite prudente et diligente, vous avez utilisé, donc vous avez répondu à votre obligation de moyens, mais l'absence d'une amélioration de la santé de la personne ne pourra vous être reprochée. Et donc, c'est vraiment ce qu'on avait vu lors de l'autre présentation. La L4S, donc, aménage ça, c'est en lien avec le Code civil, évidemment. La L4S aussi aménage le fait qu'un usager apte a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé et de bien-être, et que participer aux décisions, c'est consentir, refuser des soins, évidemment. L'usager apte a le droit d'être accompagné, assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations, entreprendre une démarche. Ça peut être particulièrement important pour une personne avec une DI-TSA, de bénéficier de ce soutien-là. Alors que la personne qui serait inapte à consentir aux soins, bien, les droits qui lui sont reconnus vont être exercés par son représentant, suivant l'ordre prévu à l'article 15 du Code civil. Hein. Donc, évidemment, ce n'est pas usager mineur, et donc, tant un droit à la représentation qu'un droit à l'accompagnement de l'usager en lien avec la LQRS. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui donnez ces services-là? Bien, ça veut dire qu'on travaille avec des droits fondamentaux, comme l'inviolabilité de la personne, l'autonomie de la personne, le respect de la volonté de la personne. Ces droits-là, on les retrouve au Code civil, hein, l'article 10 et l'article 11. Et advenant que la personne est apte, elle a un droit de consentir aux soins, puisqu'elle est violable, elle a droit à son intégrité. Si elle est inapte, à ce moment-là, une personne autorisée par la loi peut le remplacer. Donc, on obtient un consentement éclairé de la personne apte. On fait affaire avec un consentement substitué de la personne inapte à consentir aux soins. On se retrouve donc, et c'est le propos même de la personne avec une DI-TSA, on se retrouve donc entre le droit à l'autodétermination et le droit d'être protégé. Toujours entre les deux, tout dépendant de l'évaluation que vous allez faire de la personne, si elle est apte ou non à consentir aux soins, peu importe sa situation, le régime de protection. Évidemment, il y a toujours les urgences, puis encore une fois, ceux qui me connaissez, vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres présentations. L'exception principale est celle de l'urgence juridique.
vie et intégrité en danger, et on ne peut pas obtenir de consentement, ni de la personne, parce qu'elle est inapte, ni d'un consentement substitué, et on n'a pas le temps d'aller au tribunal. À ce moment-là, on peut agir pour sauver la vie ou agir pour sauver l'intégrité de la personne. L'autre exception, c'est des soins d'hygiène. Lorsque il s'agit de donner un bain dans une installation maintenue par l'établissement. C'est rarement le cas pour la personne des ITSA. On la retrouve plus en ressources intermédiaires, on la retrouve dans des RAC aussi, des ressources assistance continue. On n'a pas, je ne crois pas qu'il y en a au nord, mais ce sont quand même, ça existe au centre-sud notamment. Et ce ne sont pas des installations d'établissement, c'est-à-dire des installations permis au sens de 437, 438 de la L4S. Mais donc, ce sont les deux exceptions consentantes. Ce qui veut dire, et lorsqu'on parle de soins, n'oubliez pas, la définition est très, très holistique de soins, inclut des examens, des traitements, l'hébergement, contention de l'isolement ou toute autre intervention médicale, psychologique ou sociale, requis ou non par l'état de santé de la personne. Dit autrement, si une personne avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme vous demande de l'accompagner pour aller faire son épicerie, ben, l'intervenant est dans une toute autre intervention de nature sociale, requis ou non par l'état de santé de la personne. On est en soins. Même affaire pour aller l'aider à contester au tribunal administratif du logement ou encore d'aller justement l'accompagner à la danse des compagnons de Montréal, par exemple. Mais ce genre d'activité-là, l'intervenant va toujours être en relation de soins puisque la définition de soins couvre l'ensemble de ces interventions. Et évidemment, il faut toujours se demander est-ce que la personne est apte à consentir aux soins. L'aptitude à consentir aux soins se fait selon les critères qui ont été définis par la jurisprudence, notamment dans l'arrêt de IPPN contre Blais. Donc, ce sont les critères de la santé mentale. On part de la présomption de l'article 4 du Code civil que toute personne est apte à exercer ses droits civils, mais en offrant le soin, ben, on valide si la personne est apte à consentir aux soins. Elle dit oui, pas de problème, on donne le soin. Elle dit non, en principe, on doit accepter son refus. Ça vaut la peine de creuser, lui demander une explication pour nous expliquer sa compréhension, pourquoi elle refuse. Mais si vous considérez qu'elle est toujours apte et c'est censé, sans être raisonnable que c'est censé, que ça se tient, ben, le refus à ce moment-là devra être respecté. Si, advenant que la personne est inapte, encore une fois, suivant vos évaluations des critères de l'ANBELECOS, mais qu'elle dise oui, qu'elle dise non, on doit passer par un consentement substitué, suivant un ordre très, très précis, qui était jusqu'au 1er novembre mandataire, tuteur, curateur. Maintenant, ben, je vous donne le punch, depuis le 1er novembre, le curateur, ça n'existe plus. Alors, on parle de mandataire ou de tuteur. Ensuite, de conjoint, de proches ou de personnes présentant un intérêt particulier pour le majeur, qui, eux, doivent consentir dans le seul intérêt de la personne en tenant compte des volontés exprimées. Et donc, à ce moment-là, on obtient un consentement substitué. Si la personne qui offre le consentement substitué refuse, souvent, on va retourner à la table à dessin, on va travailler le soin, offrir autre chose. Dans certains cas, on n'aura pas cette marge de manœuvre-là. C'est un soin requis par l'état de santé. À ce moment-là, on va attaquer en justice. Pour en dire que c'est un refus injustifié, c'est dans ce temps-là que vous m'appelez. Et donc, on va aller en justice. Et advenant le cas que la personne dise oui, même si elle dit oui à un consentement substitué, il y a toujours la possibilité que votre majeur, qui est inapte à consentir aux soins, offre ce qu'on appelle un refus catégorique, auquel cas, encore une fois, il faut aller attaquer en justice, puisqu'on ne peut pas passer outre un refus catégorique. Donc, et comme vous le savez, il y a 3 cas qui peuvent donner ouverture à un recours à une ordonnance de soins. Le premier, c'est le refus catégorique du majeur inapte. C'est important de savoir que s'il n'y a pas de refus catégorique, mais la personne a un petit peu de, comment dirais-je, elle n'adhère pas, mais il n'y a pas de refus catégorique, un consentement substitué va suffire, là. On peut travailler la relation thérapeutique, on peut mettre la pression, mais pas de la coercition sur la personne pour l'amener justement à adhérer, mais on ne peut pas utiliser la force, on ne peut pas utiliser de coercition. Lorsqu'on en arrive là, puis la personne, elle offre toujours un refus catégorique, c'est qu'il faut aller au tribunal, évidemment. Donc, premier cas, refus catégorique. Deuxième cas, le refus injustifié de la personne consciente de façon substituée. Et le troisième cas, le refus du mineur de 14 ans et plus. Vous verrez que dans ces 3 cas-là, il n'y a aucun cas du majeur apte. Ce qui veut donc dire que votre évaluation de l'aptitude de la personne des ITSA à consentir aux soins est fondamentale. Parce que si vous la jugez apte, ben elle est apte à prendre une décision, elle est donc apte à prendre une mauvaise décision ou une décision qui n'est pas nécessairement dans son intérêt. Consentement, évidemment, doit être libre et éclairé, ça va de soi. L'exercice du consentement va permettre à une personne
d'accepter de refuser les soins ou une partie de ceux-ci, apte, évidemment, de changer sa décision de recevoir ou non les soins. Et le majeur apte, c'est l'état du droit est très clair. Le majeur apte peut refuser des soins et même ça, c'est même si son refus est déraisonnable, qui peut entraîner la mort ou des séquelles importantes. L'exemple classique est l'arrêt de traitement d'oncologie. La personne qui, là, je ne parle pas du mineur, je parle du majeur qui décide d'arrêter des traitements d'oncologie. On va respecter, dans la mesure qu'il est apte, on va féliciter son courage, puis on va respecter la dignité de son choix, puis, et c'est tout, là. Mais si la personne était inapte à consentir ou à refuser le traitement d'oncologie, on serait en mode protection. Évidemment, on regarderait si le soin est futile, puis tout en lien avec votre code de déontologie, ça va de soi, mais on serait plus en mode protection. Ça m'amène, puis parce que le temps passe, au projet de loi 18 qui a été adopté en 2020, mais qui est rentré en vigueur le 1er novembre 2022, qui modifie le Code civil, le Code de procédure civile et la loi sur le curateur public. Et ce projet de loi-là, il y a un contexte que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette réforme-là? C'est que le curateur public, quand il a commencé à regarder où étaient les principales causes d'inaptitude des personnes sur le régime public, la déficience intellectuelle, évidemment, est à 41 %, maladie mentale à 30 %, mais la maladie dégénérative à 21 % ne cesse d'augmenter. Maladie mentale aussi, et donc, essentiellement, le curateur public regarde l'horizon, puis il voit un paquet de têtes grises qui s'en vient, puis commence à être inquiet. Commence à être inquiet aussi parce que malgré les campagnes de sensibilisation pour le mandat, pour la mise en place de mandats de protection, qu'on appelait avant les mandats en prévision d'inaptitude, oui, ont augmenté, mais pas suffisamment pour compenser ou pour arrêter l'augmentation des régimes publics. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent en régime public parce que la fratrie ne veut pas s'impliquer, parce que aussi, ils ont des difficultés, mais on n'est pas capable de pallier ces difficultés-là, fait qu'on ouvre un régime de protection. Et parallèlement à ça, on a eu peut-être vous avez entendu parler, des travaux au niveau international sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui avait un nom beaucoup plus ronflant que ça au départ. Mais cette convention-là a été négociée dans les années début 2000. Et en 6 années, j'ai eu la chance de participer donc, à l'élaboration de cette convention. Et notamment, toutes les ONG étaient représentées, ça se faisait avec des groupes Yahoo. C'était très, très effervescent et très dynamique. Mais la convention aussi a voulu regrouper tous les droits de toutes les personnes handicapées qui étaient éparpillées dans plein de traités, dans plein de dispositions internationales. Et on a tout mis ça dans un traité. On a dit, ça va passer comme du beurre, comme une lettre à la poste. Et donc, c'est rentré en vigueur en 2008, mais non, justement, ça a été compliqué. Le Canada l'a ratifié en 2010, mais ça a été avec une réserve importante. Ce n'est pas le propos aujourd'hui d'en parler, mais tout a été très long à se mettre en branle, notamment pourquoi? À cause de l'article 12 de la Convention. Et l'article 12 de la Convention, son paragraphe 3 dit « Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. » Alors, vous allez me dire jusqu'ici, aucun problème. Qu'est-ce qui est le problème avec cet article-là? Cet article-là ne fait pas aucunement mention de prise de décision substituée. Et ce faisant, les juristes ont interprété l'article 12 comme appelant à l'abolition des régimes de curatelle. Donc, la mise en place d'un régime de supported decision making, de soutien à la prise de décision, plutôt que de substituted decision making. Et vous allez me dire, c'est une posture. Oui, peut-être, c'en est une posture. Mais cette posture-là a eu un impact majeur. Ça a fait des petits. Et au Québec, on s'est lancé donc, au début des années 2000 avec le curateur public dans justement cette réflexion-là sur quoi? Sur un nouveau régime. Un nouveau régime qui abolirait donc la prise de décision substituée, les curatelles, au profit de ce qu'on appelle une tutelle modulée qui couvrirait l'ensemble des cas de régime de protection, mais aussi qui permettrait la mise en place d'une mesure d'assistance qui, donc, la personne garde son autonomie, mais aurait quelqu'un, un assistant qui serait nommé par le curateur, qui serait là pour l'aider à exercer ses droits et la soutenir. C'est vraiment ça. Et éviter l'ouverture de régime de protection. Donc, à ce moment-là, il y a toute une mécanique pour l'ouverture d'une mesure d'assistance qui n'est pas un régime de protection, mais ça va être un assistant, mais c'est quelqu'un qui va accompagner la personne, parler à son nom,
ne peut pas prendre de décision à sa place, mais peut quand même accéder à de l'information. Et en ce qui vous concerne, c'est pour ça que je vous en parle, l'article 297.11 du Code civil qui entre en vigueur le 1er novembre dit que l'assistant est autorisé à agir comme intermédiaire entre le majeur assisté et tout tiers. Vous êtes un tiers, y compris une personne tenue par la loi au secret professionnel. Donc, un assistant au majeur dûment nommé aurait accès au dossier de l'usager ou à de l'information au dossier de l'usager qui peut ramener l'usager pour l'aider à comprendre, qui peut même lui expliquer et agir. Donc, il est présumé agir avec le consentement du majeur. C'est quelque chose de bien différent là, de ce qu'on connaissait avant. Il n'y avait pas l'équivalent de ça notamment avec le pétrolier en droit. Sinon, la réforme a amené quoi? Ben, a amené aussi un régime universel qui est la tutelle. Et c'est une posture, une personne avec une DI profonde, 15 de QI, non-verbal, alité, polyhandicapé, je veux dire, sa présomption d'aptitude, elle est bien théorique à certains égards. Malgré tout, alors qu'elle était peut-être sur curatelle avant, maintenant, elle va être sur tutelle modulée. Ça va recouper la curatelle, mais c'est une posture qui est basée sur quoi? Sur un concept qu'on aime beaucoup, qui s'appelle l'autonomie résiduelle des personnes. Elles ne sont jamais entièrement inaptes. Et donc, ce faisant, le régime de tutelle reconnaît cette autonomie résiduelle. Et on a aussi créé la représentation temporaire. Donc, des régimes de protection limités dans le temps, en lien avec une inaptitude passagère de la personne due à un accident, due à une psychose ou à des choses comme ça. Et la personne, à ce moment-là, se fait nommer représentant légal. Contrairement à l'assistant, le représentant légal, lui, peut vraiment consentir aux soins, agir pour la personne. Mais le côté temporaire va être circonscrit par le tribunal à ce moment-là. Les principaux enjeux qu'on a évidemment, notamment avec la mesure d'assistance, c'est quoi? C'est que c'est en lien avec les situations potentielles de maltraitance qui vont se trouver être un peu légitimées. Enfin bref, il va falloir faire une veille que l'assistant ne devienne pas la personne aussi qui en profite de sa situation pour maltraiter la personne. Puisqu'on parle d'une personne qui est vulnérable, qui a besoin de soutien, mais qui en même temps n'est pas inapte au point qu'on ouvre un régime de protection. Quelques mots en terminant sur des conditions gagnantes lorsqu'on fait affaire avec les personnes avec une DI-TSA. Vous le savez peut-être, mais si vous êtes capable d'utiliser des images pour faciliter la compréhension des usagers, c'est vraiment, ça peut être très, très gagnant. Travailler donc avec leurs accompagnateurs dans ce sens-là. Aussi, de travailler le langage qu'on utilise lorsqu'on pose des questions, éviter les doubles sens, s'assurer de la compréhension en demandant à la personne de reformuler la question et non pas de le mettre dans un oui, non ou je ne sais pas. Il ne faut pas être en situation d'échec qui va lui faire vivre de l'anxiété. Par rapport à la personne avec TSA aussi, lui permet d'utiliser ses outils pour gérer son anxiété ou favoriser son attention, notamment lors d'un procès. Ça, c'est une stratégie qu'on prend beaucoup, beaucoup en lien avec ça. Ensuite, pratiquer évidemment des mises en situation pour réduire l'anxiété, réduire le risque d'imprévu. Les intervenants font beaucoup de ça, notamment, ne serait-ce que faire affaire avec vous, médecins. Puis les impliquer dans le processus en expliquant concrètement tout ce qui se passe, les décisions, les possibilités, prendre le temps de leur parler. Avoir un débit qui est pas nécessairement ralenti, mais qui est plus adapté, avec des questions claires, attendre une réponse, attendre un silence, 5 secondes, 10 secondes, pour pas justement créer de la panique ou de l'anxiété. Reformuler la question autrement si on voit que la personne n'est pas capable d'y répondre, mais en étant patient avec. Et peut-être travailler justement pour la communication non verbale avec nos accompagnateurs, voir s'il y a d'autres façons de communiquer que celle, évidemment, verbale. Évidemment, bon, la personne peut avoir besoin de soutien visuel. Donc, on peut ne pas hésiter à travailler avec ça. On utilisait jadis des échelles de Likert, nous autres, qui pointaient dessus. Il y a différentes choses qui peuvent être utilisées pour justement faciliter la communication. Puis d'utiliser des mots simples, mais sans infantiliser. C'est l'âge chronologique de la personne qui compte et non pas son âge dit mental. C'était même si, effectivement, elle a une déficience intellectuelle, il ne faut pas nier son vécu non plus. Il ne faut pas nier toute la complexité de qui elle est comme personne. Et évidemment, dépolluer le plus possible la communication. Si c'est des documents aussi, ne pas hésiter là, à utiliser Arial 14 et à dépolluer le plus possible quand on utilise des documents avec eux. Parce que sinon, on est capable facilement de perdre leur attention.
Évidemment, bon, faire attention à nos gestes, à nos expressions verbales, faciales, ça, je pense que c'est assez évident. D'accord. En termes de contexte d'entrevue, puis je termine un peu avec ça, d'établir un contact visuel, de s'adresser directement à la personne, même si elle est accompagnée. Éviter de corriger ou terminer les phrases pour elle, être patient. Pas faire semblant d'avoir compris si ce n'est pas le cas. Poser une question à la personne pour s'assurer qu'elle a compris. Puis reprendre, revalider justement sa compréhension. Privilégier, essayer d'éviter les questions oui-non, puis privilégier les questions ouvertes. Et donc, puis de reposer de différentes façons, avec des aides visuelles, le cas échéant. Ne pas hésiter aussi à travailler avec les proches ou la personne ressource pour l'aider en lien justement avec cette communication-là, puis privilégier la triangulation des sources d'information, puis des stratégies de cueillette d'informations, et que ça ne veut pas dire que l'accompagnateur est la seule personne qui a une information valide. Donc, ne pas hésiter à sortir de ça pour aller voir, aller chercher d'autres informations ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à utiliser un langage simplifié. Je le dis, je le répète, souvent l'inaptitude de la personne à consentir aux soins vient de la façon qu'on lui présente aussi l'information nécessaire pour consentir à ce soin-là. Les langues de bois dans un débit rapide peut créer une inaptitude qui n'a peut-être pas raison d'être. Et donc, vraiment adapter le message, une idée à la fois, rester le plus concret possible. Je vous laisserai lire le détail de tous les autres des principes directeurs du partage d'informations, mais c'est des choses qu'on travaillait beaucoup avec dans une autre vie quand j'étais directeur de la recherche pour 3CRDI de Montréal. Alors, si vous voulez bien, à ce moment-là, on peut peut-être. J'ai parlé très vite et je m'en excuse. Vous comprenez pourquoi je vous ai offert le PowerPoint. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, il nous reste quelques minutes pour discuter de ça. Oui, merci beaucoup pour l'excellente présentation particulièrement étoffée. J'invite tout le monde qui peut avoir des questions à soit lever la main physiquement, j'essaierai de vous voir ou assurez-vous d'allumer la caméra ou à lever la main virtuellement ou encore à écrire les questions dans le clavardage. Je pourrais faire la lecture en attendant que les gens se mobilisent. J'avais une question parce que c'est quand même nouveau effectivement que le poste de la représentation temporaire. Puis j'avais de la misère à voir pour les gens qui sont ici, dans quel contexte est-ce qu'on fait vraiment appel à la représentation temporaire? Des fois, même pour les gens qui ont les personnes atteintes d'une déficience sexuelle ou d'un TSA qui peuvent avoir dans des situations de stress peut-être moins de capacité puis à faire face à l'ensemble des décisions qu'ils doivent prendre ou des différentes difficultés qu'ils doivent surmonter versus juste agir avec le consentement substitué. Bien, moi, je ne pense pas que la représentation temporaire, on va en avoir beaucoup en DI. Peut-être TSA, point d'interrogation, là. Je pense à certains cas là, de TSA là, très, très de haut niveau. C'est possible, mais la représentation temporaire, le cas classique de ça, c'est la personne qui est coactionnaire d'une compagnie, qui fait une psychose et qui est présentement hospitalisée pour 1 mois, 2 mois, mais il y a des actions qui doivent être posées très rapidement pour assurer la protection de la compagnie. Ben là, à ce moment-là, peut-être que l'autre actionnaire va peut-être aller chercher un. Maintenant, ce qu'il fait, c'est avant, il allait au curateur public et demandait des mesures provisoires pour protéger la personne, mais là, il pourrait carrément demander une représentation temporaire. Pour le DI-TSA, ce que je pense que vous allez voir, c'est que vous allez voir des assistants. Moi, je pense que ça, vous allez en voir arriver. C'est moi je suis l'un des 3 formateurs du barreau là, sur la mesure d'assistant, parce que pour les avocats, c'est eux qui présentent le dossier de demande d'assistant au curateur public. Il faut qu'ils aient suivi une formation de 6 heures avec nous là-dessus. Et déjà, les sons de cloche que j'ai, c'est que ça ne sera pas juste, on pensait que ce serait personne en perte d'autonomie, ce serait pour les proches aidants, les assistants, mais il risque d'en avoir aussi pour Asperger ou DI légère dans certains. Puis ça évite l'ouverture d'un régime de protection. Ça évite toute la lourdeur, la reddition de compte et tout ça. C'est beaucoup plus consensuel, puis ça se fait de pair avec souvent l'environnement, le milieu de la personne. Mais vous avez raison, sinon, en termes de soins, un consentement substitué fait amplement la job si la personne est inapte. Ça soulève plein de questions, une nouvelle question, mais en parlant justement de l'assistant, est-ce que dans le contexte où on saurait que quelqu'un a un assistant qui est légalement nommé, là, en bonne et due forme avec tout l'encadrement, est-ce qu'il y a une obligation de s'assurer que cette personne-là est informée des décisions par rapport au suivi, traitement, hébergement?
Non, vous avez deux questions dans ce que vous venez de dire. Premièrement, il va y avoir un registre des assistants publics. Au même titre que vous savez, quand vous allez sur le site du curateur public, en passant, ce n'est plus le site du curateur public. Maintenant, ils ont rejoint le site du gouvernement du Québec. C'est laid, puis affreux, puis enfin bref. Mais bon, partez-moi pas là-dessus. Il y a un registre des régimes de protection. Avec le nom, prénom et la date de naissance, vous êtes capable de voir si c'est le régime de protection et c'est qui le représentant légal. On va avoir aussi un registre public des assistants. Et vous allez voir, telle personne a un assistant ou pas. Cette personne-là, il n'y a aucune obligation de faire affaire avec elle, mais si votre usager, votre patient vous dit, moi, je veux que tu te mettes en contact avec, je veux que tu lui parles, c'est lui ou elle qui prend une décision, bien, en principe, là, souvent, vous avez des enjeux de secret professionnel et tout ça. Vous allez juste valider s'il est sur la liste des assistants, puis vous pouvez d'emblée y aller. Puis la mettre dans le coup, cette personne-là, mais ça va être à la demande du patient. OK, nécessairement. Puis effectivement, pour autant le représentant que pour l'assistant, il faut toujours que le patient consente. Oui, mais le représentant, si le patient est inapte, bien là, à ce moment-là, vous n'avez pas, il n'y a pas besoin de consentement, il est inapte à consentir. Alors, à ce moment-là, vous faites d'emblée affaire avec le représentant. Si votre patient est inapte à consentir aux soins, vous ne demandez pas la permission pour contacter la personne qui va consentir de façon substituée. Vous y allez d'emblée, il est inapte. Effectivement. Mais si on veut quelque chose, même si le représentant dit oui, puis la personne refuse, on se retrouve quand même dans l'impasse. Ben, c'est là le refus catégorique. Alors souvent, ça vaut la peine de gagner son adhésion, de lui dire, de jouer la transparence, que je sais que vous êtes tous très bons à faire, mais en même temps, si jamais on est devant un quirulant ou un patient qui ne veut rien savoir, puis Dieu sait vous savez, ceux qui me connaissez, c'est qu'on est allé au tribunal ensemble pour ces patients-là, ben à ce moment-là, ben oui, écoutez, là, on va faire affaire avec le représentant, puis c'est tout, là. C'est comme ceux qui ne veulent pas qu'on ouvre un régime de protection, là. Regardez, là. Je ne veux pas que tu ouvres un régime, c'est bien plate, là, mais tu as besoin d'être protégé là, de toi-même. Juste l'aspect du nouveau projet de loi, là, Oui. ça vaudra la peine de s'en reparler. On est en train de le vanter, mais dites-vous, là, s'il y a une affaire à retenir, les curatelles n'existent plus depuis le 1er novembre. Il ne s'appelle plus le tuteur public. Il ne s'appelle pas le tuteur public. C'est encore le curateur public des tutelles. Puis, mais concrètement, les anciens jugements sont encore valides jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Ils sont jugement. transformés en tutelle, par exemple. Ils sont tous d'emblée transformés. Oui. Ah oui. Et pour les démarches légales pour le représentant et compagnie, est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit aussi, je ne sais pas comment dire, tributaire des délais de cours? Oui. Mais pour les représentants, pas pour l'assistant, parce que l'assistant, ça n'ira pas au tribunal. Mais tout ce qui est de l'homologation, tout ce qui est l'ouverture d'un régime de protection, effectivement, on est pogné avec des délais. Là, curateur s'est amélioré, mais c'est quoi? C'est 6-8 mois comme faut avant l'ouverture d'un régime. Oui, à 1 à 2 ans, mais fait que même pour le représentant aussi. Mais pas pour l'assistant. L'assistant, ça va être juste le curateur, ça va aller vite. Parfait. Mais pour tout ce qui est représentant légal, ça va être aussi long. N'oubliez pas, par exemple, que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre dossier, on peut prendre des mesures provisoires, donc des mesures en urgence pour protéger le patrimoine ou encore aller chercher un consentement substitué aux soins du curateur. Hein? C'est pas pour rien quand on va au tribunal, on le met en mise en cause, le curateur, quand la personne est complètement isolée. Là. Parce qu'il y a un rôle à jouer là-dedans, puis il ne faut pas hésiter de le faire. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne, quand le régime de protection est mis en place, qu'il ne reste plus rien. Le patrimoine a été vidé. Exact. Je n'ai malheureusement vécu des situations de même. J'apprécie beaucoup la nuance, puis c'est quelque chose qu'effectivement, si vous me réinvitez, on prendra le temps de modéliser ça, puis de faire des nuances là-dessus, parce que la même personne avec une DI peut être apte à consentir à une intervention pour un ongle incarné, complètement inapte à une intervention pour une opération au cœur. Avec un taux. Et là, et vous savez, puis votre obligation de devoir d'information aussi va fluctuer selon la complexité du soin. Et donc, c'est la géométrie extrêmement variable et ça doit être évalué à chaque fois. Et lorsqu'on va devant le tribunal, souvent, on va plaider ça. Là. La personne n'est pas inapte complètement, elle est inapte aux soins précis qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on met de la pression sur les médecins pour dire, dites-nous exactement tout ce que vous voulez, on évalue. Si la personne est apte et qu'elle dit non, bien, on doit respecter ce refus-là. Mais c'est inapte, c'est là que ça. Mais vous avez bien raison, puis c'est une excellente intervention. On fait rouler les critères de la Nouvelle-Écosse dans la façon qu'on l'écrit. Hein? Je lui ai expliqué donc ce qu'on veut faire, je lui ai expliqué les risques, les bénéfices, les risques à ne pas le faire. Je lui ai demandé de me réexpliquer dans mes mots et je juge suivant cela qu'il est apte ou il ne comprend pas assez ou au contraire, il comprend et il est capable donc d'offrir un consentement libre et éclairé. Il est possible que dans 2 semaines, vous allez écrire exactement le contraire. Et c'est. Et comme on dit, puis vous savez, que lorsque vous travaillez en DITSA,
le cadre derrière ça d'intervention en est un d'adaptation-réadaptation. Et ça veut dire aussi aider la personne à avoir des apprentissages et, dans certains égards, la rendre apte à consentir à certaines affaires, notamment de l'hébergement, exemple, ou de l'emploi, ou des choses comme ça. Là. Mais il y a d'autres choses qui sont trop pointues, puis forcé d'admettre, sans généraliser, que ça va être extrêmement dur d'atteindre un certain seuil d'aptitude à consentir là-dessus. Là. Alors, c'est pour ça que la personne, souvent, on va dire qu'on travaille avec elle un peu en saucisson. On ne regarde pas le saucisson au complet, on regarde les tranches. Et certaines tranches sont aptes, d'autres inaptes. Puis le plan d'intervention va se construire autour de ce saucisson-là. Consolidation de l'aptitude, puis on travaille sur les autres aspects, mais en protection.